Merci à tous tout d'abord d'être venus aussi nombreux donc, pour cette troisième édition du baromètre Lean. On est vraiment ravis de vous faire cette restitution. On avait démarré ce baromètre il y a maintenant 3 ans, en plein Covid, pour voir justement comment les démarches Lean allaient bouger éventuellement. Et on s'est dit que, comme tout bon Leanman, on va en faire un rituel. Donc du coup, c'est la 3e édition. On a déjà un peu d'historique. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir en plus 3 invités qui vont nous aider dans la restitution de ces résultats. On va surtout les faire intervenir. Moi, je suis Carlos Cardozo. Je serai accompagné par Grégory Geneste. On va vous présenter les résultats de ce baromètre. Et puis surtout, on aura nos 3 invités, donc Patrick, Guillaume et Alexandre, à qui je vais donner la parole pour qu'ils puissent se présenter. Ce qui était intéressant aussi pour nous cette année, c'est d'avoir la vision du manufacturing avec Alstom et Airbus, Guillaume et Patrick, mais aussi des services avec Alexandre de Covea. Donc, pour démarrer, peut-être je vais donner la parole à Patrick, s'il veut bien se présenter. Bonjour à tous, Patrick Bachofer, donc j'ai 59 ans. Ça fait bien longtemps que je suis dans le domaine du Lean. Je suis un passionné, je pense que vous le verrez un peu dans mes commentaires tout à l'heure. Voilà, je travaille pour Alstom depuis 13 ans. Donc pour une usine à La Rochelle qui fabrique les TGV et les tramways. Pour la région France également, Alstom est organisé en région. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dans l'implication du management. Et puis je suis expert pour le groupe Alstom sur le domaine du Lean. Voilà. Merci Patrick. Allez, je passe la parole à Alexandre. Allez, on va passer du côté des services. Tu as ton micro désactivé, Alexandre. Hop. Oui, là, ça va être beaucoup mieux, là, comme ça. Voilà, c'est mieux. Merci, Alexandre. Ok. Donc, Alexandre Guillard, moi, j'ai 53 ans. Voilà, moi, j'ai un parcours au départ plutôt académique, avec progressivement une mue vers le terrain. Donc, voilà, je continue mon Gemba Walk avec un gros terrain qui s'appelle Covea, qui est une entreprise de 22 000 personnes, mutuelle d'assurance, qui pratique le Lean depuis une quinzaine d'années. Sachant que moi j'apporte en fait, j'anime en fait une entité d'accompagnement des transfos dans lequel il y a aussi des soft skills, dans le côté happy de Happy Lean, avec une vraie conviction, voilà, la rectrice de l'académie avec des proviseurs d'établissement et son cabinet. Je pense qu'il y a un micro qui doit être coupé, mais c'est pas bien. Voilà, en tout cas, donc j'anime une entité depuis maintenant 5 ans, et donc je partagerai effectivement le regard des services en complément. Merci Alexandre. Guillaume, on va prendre de la hauteur. Alors moi je suis Guillaume Bruno, et moi je suis beaucoup plus jeune que Alexandre et surtout Patrick, puisque moi j'ai un peu plus de 50 ans, moi je suis en charge du Lean pour un groupe qui s'appelle Airbus Atlantique, donc Airbus, la partie structurelle. 13 000 personnes, et puis moi j'ai un parcours plutôt industriel. Après je vais pas présenter Airbus, je pense que Airbus c'est connu, et moi j'ai fait de l'aéro depuis 5 ans. Avant j'ai eu la chance d'être chez Alstom, la partie transport, et j'ai eu la chance d'avoir Monsieur Bachofer dans mes équipes, Patrick là. Et Alexandre, je te connais pas, donc je t'ai pas eu dans mes équipes. Et puis avant, j'ai fait beaucoup d'auto, principalement Valeo et Autolib avant. Voilà, puis je suis content d'avoir un moment d'échange avec vous, et puis en toute humilité. Et
et surtout retrouver quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Monsieur Bachauffeur, en plus de Carlos et de Greg. Voilà. Merci. Guillaume, Merci. on est Alors, ravis de regarde, vous avoir aussi. Patrick te fait des petits cœurs, Ouais. et nous aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, troisième édition, je le disais tout à l'heure en introduction, on a à peu près les mêmes répondants que l'année dernière, c'est-à-dire une base d'environ 300 personnes, une base ciblée à qui on envoie en effet ce baromètre, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui le remplit, ce sont vraiment des directeurs lean, des patrons d'usine, des lean managers, donc des gens qui sont concernés par le sujet du lean. On a une petite centaine de réponses cette année, une centaine de verbatim, et donc on est aujourd'hui avec vous pour faire ces résultats-là. Eh ben, je vous propose de Première démarrer question. directement par la première question qui est finalement un petit peu généraliste, mais la question c'était de se demander ce qui s'est passé cette année avec les activités lean. Ce qu'on voit, c'est que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, on a pour quasiment 60% une replanification des prochaines activités. Ça veut dire que de nouveau on se remet à planifier, à engager des actions, donc ça c'est plutôt très bien. 20% tout est comme avant, et puis une petite partie relativement faible où tout est arrêté ou désorganisé, voire même pour certains, mais elle apparaît très très faible, remis en cause. On va un petit peu plus loin. Ah oui, c'est toi qui... Oui, alors juste pour préciser sur l'explication des graphiques, puisque vous allez voir systématiquement les mêmes slides, vous avez en effet au centre l'année 2022, donc les résultats de cette année, et sur la partie droite, vous avez les résultats de 2020 et de 2021, avec également des commentaires, plus les petites bulles avec les tendances, est-ce que ça a monté, est-ce que ça descendait. Et pour compléter ce que vient de dire Carlos, en effet, vous aurez tous accès bien sûr à cette présentation dans son intégralité, donc vous aurez la possibilité de regarder dans le détail tout ce qui a été écrit, les commentaires. Vous la retrouverez, on vous dira, mais sur le site internet d'Appiline. Alors, deuxième question, sur la remise en cause de la stratégie liée justement à la stratégie Lean, liée à la crise sanitaire. Est-ce que pour vous, il y a une remise en cause ou non? Eh bien, à 70%, non, il n'y a pas de remise en cause. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et c'est un chiffre qui progresse par rapport aux années passées. Le oui, la proportion est en baisse. Et puis, trop tôt encore pour le savoir, certains d'entre vous, en tout cas certains des répondants, se posent la question de se dire est-ce que oui ou non ça aura un impact. Troisième question, et là on affine un petit peu plus sur les réponses. En quoi cette dernière année a changé vos pratiques? Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la première réponse, c'est un pilotage renforcé de la performance. Donc cette nécessité de vraiment mieux piloter la performance. Une application plus soutenue du management. Et en troisième position, une augmentation de la quantité des chantiers. Ça veut dire qu'on va plus loin, on essaie de lancer des chantiers, de développer ces chantiers dans l'entreprise. Sur l'année écoulée, alors je vais laisser la parole à Guillaume et Alexandre, mais justement, tous les deux, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes alignés déjà avec cette augmentation du nombre de chantiers et l'augmentation du pilotage de la performance? Alors peut-être, je sais pas, Guillaume ou Alexandre, celui qui veut prendre la parole en premier. Vas-y Alexandre, j'enchaîne après. Une accélération des chantiers, hein, c'est ce qui est ressorti vraiment le plus net par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup plus de chantiers. Et ce pilotage renforcé de la performance. Alors, en fait, sur accélération des chantiers, c'est peut-être un peu moins sûr, en fait, parce que nous, le mode chantier, en fait, on le pratique un petit peu moins au niveau, on est plutôt sur un mode mentoring, coaching, enfin, réseau. Donc, mais on voit quand même qu'on a des directions qui continuent de nous solliciter en mode chantier, donc, mais c'est peut-être un peu moins fort. En revanche, ce qui est certain, c'est sur le pilotage renforcé de la performance, très clairement, puisque voilà, on a la conjugaison d'un certain nombre de facteurs, enfin que vous connaissez aussi côté industriel, hein, donc facteur inflation, facteur crise géopolitique, facteur climatique. Alors pour nous, pour un assureur, le facteur climatique, il est essentiel par rapport à la sinistralité. Et par rapport au coût du risque. Voilà, et donc donc on a une forte insistance, nous on parle de ratio combiné en fait. Ratio combiné, c'est en gros, effectivement, on a des enjeux de réduction de coûts notamment sur les frais généraux. Parce que voilà, le coût du sinistre, en fait, il y a aussi une notion de coût donc, qui est très forte. Donc on a plus effectivement une tension sur les primes d'assurance en termes de tarifs. Hein, je pense que ça va parler à tout le monde.
qui fait que si on veut maintenir en fait les tarifs avec une sinistralité qui augmente, il faut qu'on aille chercher effectivement des gains d'excellence. Donc là-dessus, on va dire que 2023, ça va être vraiment ça va confirmer cette tendance et normalement l'excellence opérationnelle devrait être un bon levier. Ok, super. Merci Alexandre. Guillaume, ouais. Ouais, si je peux compléter ce que disait Alexandre. Alors, c'est vrai que dans le terme chantier, il y a plein de choses dans cette terminologie. Donc, il y a des petits chantiers qu'on fait tous en quelques jours, à des chantiers qui vont durer plusieurs mois et d'autres qui durent plusieurs années, qui sont des chantiers de transformation. Et c'est vrai que, alors peut-être moins que le nombre, on a surtout refocalisé, quoi. C'est-à-dire, on a recentré. Pour ceux qui font une matrice Shinkanri, enfin on va dire un plan stratégique, on a recentré les chantiers sur lesquels on voulait s'assurer qu'on allait vraiment accompagner nos usines en termes de transformation. Donc il a fallu peut-être plus prioriser parce qu'on a pris comme tous assez cher sur ce qu'on vient de vivre. Et nous, on est aussi au sein d'Airbus Atlantique dans la création d'un groupe depuis janvier. Donc on a aussi priorisé les chantiers sur lesquels on voulait envoyer nos équipes. Donc ça descend aussi sur un repositionnement des chantiers issus du HK, jusqu'à aussi des chantiers de base qui sont ceux qu'on fait au quotidien sur de la mise en place et de l'accompagnement des équipes sur des outils. Et après, le pilotage renforcé de la performance. Évidemment, c'est sûr qu'aujourd'hui, la performance au plus proche des équipes, je vais le dire comme ça. On a eu quand même beaucoup d'équipes perturbées suite à ce qu'on a vécu. On l'est toujours, hein, on est toujours en accompagnement. Et il a fallu aussi s'assurer qu'au plus proche des équipes terrain, quel que soit leur terrain, on oriente vraiment sur la performance qui leur parle, celle qu'ils veulent construire. Et peut-être en leur donnant un peu plus d'écoute. Je pense que c'est important, c'est-à-dire on se rend compte qu'on est perturbé beaucoup par notre environnement, par aussi des générations qui évoluent, à qui il faut donner beaucoup plus de sens, et c'est bien, et ça c'est chouette, et il faut donc faire en sorte que la performance, elle soit vraiment plus bottom-up que top-down, et que les équipes soient même elles-mêmes d'identifier ce qui a un sens et ce qui leur permet d'être capables de dire si aujourd'hui ils ont passé une bonne journée ou pas. Donc ça c'est bien, je pense que donc on renforce au travers une autonomie qu'on confie aux équipes, quoi. Je vais le dire comme ça. Voilà. Super, merci à tous les deux. Donc plus bottom-up que top-down, ce sera on retiendra. On va parler de management. On va parler effectivement d'autonomie, de management dans la suite de l'enquête. Une autre question, c'était est-ce qu'il y avait une autre manière de conduire le Lean après cette crise? Alors il y avait ces crises sanitaires, mais les crises se sont un peu enchaînées. On voit que c'est assez stable, quand même, 55, 63, 62 pour cette année, mais ça veut dire qu'il y a quand même une grande majorité des personnes qui ont répondu, qui pensent qu'il y aura une autre manière de conduire le Lean demain. Et sur les pratiques qui changent, là, il y a un grand boom de l'implication du management. D'accord, impliquer davantage le management. On était à 50, 61, alors à 76% cette année. La formation aussi qui augmente, 45, 57, 60% cette année. Et puis les nouveaux outils, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, aussi, qui reste en troisième position. Et donc cette implication du management, finalement, elle est renforcée. Et on retrouve ça aussi dans une autre question qui était quelles sont les populations à aider en priorité demain. Et là, les managers arrivent aussi en numéro 1. D'accord. Les opérateurs en 2. Et puis on avait la logistique. Là, il y a eu juste un changement de position entre logistique et fournisseurs, sinon ça reste assez stable. Alors la logistique, on peut imaginer que c'est avec les flux en ce moment sur les composants et puis sur toutes les problématiques d'approvisionnement peut-être qui a fait augmenter ça. Mais les managers restent en première place. Et sur la partie formation, puisque c'était aussi la réponse numéro 2, hein, davantage formés, on a posé une nouvelle question cette année qui était sur les modalités pédagogiques de formation et voir s'il y avait des tendances qui se dégageaient. On est quand même à plus de 50% qui reste du 100% en présentiel, ce qui nous paraît normal puisqu'on est sur du Lean, donc on est sur du terrain. Mais quand même, l'autre quasi-moitié
qui commence à mettre une touche de distanciel, c'est-à-dire qu'on peut alterner avec des choses qu'on peut faire avant, des choses qu'on peut faire après à distance, mais voilà, le Gemba, c'est quand même la priorité. Alors justement, implication du management, donc la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous faites, vous, dans vos entreprises respectives, pour impliquer davantage le management dans vos projets Lean. Et peut-être là, je vais passer la parole à Patrick, peut-être pour démarrer. Avec plaisir. Je vais juste partager avec vous ce qui nous est arrivé chez Alstom là, ces dernières années. Si vous avez suivi un peu, vous avez vu. Donc on a fusionné avec le groupe Bombardier. Et on est devenu d'un seul coup un groupe énorme par rapport à ce qu'on était. On est plus de 75 000 aujourd'hui. Et cette augmentation de taille, en fait, a eu un effet super bénéfique qui est une décentralisation un peu forcée, en fait. Là où avant, une centralisation était possible, là maintenant, beaucoup d'autonomie est confiée aux régions, aux grandes régions. Donc moi, je fais partie de la région France. L'effet que ça a eu finalement, c'est une compétition interne qui est venue se rajouter à la compétition externe, avec des régions qui ont envie chacune d'être meilleures que les autres. Ça a poussé le management de la région France à édicter une vision, et une vision qui est Lean. Donc la vision d'être la meilleure région du groupe en termes d'excellence opérationnelle, jusqu'au point de dire pour la région, notre stratégie c'est Lean. Donc Lean en tant que stratégie d'entreprise. Donc vous comprenez bien que quand on arrive à faire ça, forcément le management porte ce projet au rang de stratégie et lead vraiment cette chose-là. Donc en dessous du management de la région, vraiment les hommes clés d'une grosse entreprise comme la nôtre, c'est les patrons d'usine. Donc les patrons d'usine chez Alstom, de façon historique, c'est des businessmen, voire des hommes politiques régionaux. Donc il a fallu que pour s'aligner derrière cette vision, on leur amène beaucoup plus que un vernis Lean. Et donc là, depuis maintenant un peu plus d'un an, on leur organise donc cette communauté de patrons d'usine. On leur organise ce qu'on n'appelle pas des séminaires, mais qu'on appelle maintenant des bootcamps. Tous les 4 mois, ils viennent faire des benchmarks externes et internes qu'on leur organise avec des revues de spot Lean, avec des gens du terrain qui leur parlent en leur disant voilà ce qu'on a fait, voilà comment c'était hier, voilà pourquoi c'est mieux aujourd'hui, et voilà comment on va faire ça demain. Et ces patrons d'usine qui sont vraiment des hommes clés de l'organisation sont en train d'embrasser complètement cette logique-là et de se former et de devenir des coachs pour leurs usines respectives. Et vraiment l'effet on le voit totalement. Donc on a fait depuis le moment où on a commencé de nombreuses visites internes et externes chez Toyota et ailleurs, et est en train de se dessiner, et ça pour moi c'est un kiff absolu, est en train de se dessiner un style d'excellence pour le Lean du ferroviaire en France. Si je devais le décrire, on voudrait avoir la déclinaison du système opérationnel de Toyota avec la culture d'organisation responsabilisante de Michelin. Spéciale dédicace pour toi, Bruno, si on n'avait pas croisé ta route, le style d'excellence opérationnelle du ferroviaire n'aurait pas existé tel qu'il va être. Voilà ce que je voulais dire. Beau compliment. Ouais. Merci. C'est à Guillaume de faire le petit cœur maintenant. C'est ça, oui. Merci Patrick. Merci beaucoup. Et juste une petite question subsidiaire. C'est vrai que souvent on entend, quand on propose des choses pour les directeurs d'usine, premier réflexe qu'on entend, c'est « Ah non mais attends, 2 jours, c'est pas possible, 1 jour, ils sont trop occupés ». Et là, j'entends que quand même, vous arrivez à les mobiliser plusieurs fois par an. Complètement. 3 à 4 fois par an. Et la dernière fois, c'était d'ailleurs 2 journées.
En général, c'est une journée. On fait en sorte que ça soit intéressant pour eux. Hein. Après, il y a un petit côté, il y a un petit côté secte à la fin. C'est soit tu viens et puis t'en fais partie et tu comprends. Ce qui est très rigolo, c'est que dans ces visites, forcément c'est interactif. Donc on en arrive à un step où il y a ceux qui sont capables de poser des questions où les autres voient que t'as compris et pas les autres, tu vois. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Et je pense que l'esprit de compétition du Lean, c'est cette émulation. Si on sait créer, donc au niveau des régions, au niveau des sites, si on sait l'organiser, c'est ça en fait qui crée le truc. Moi j'appelle ça l'amour systémique, mais ma femme est pas d'accord avec ça. Alexandre, Oui. dans le service, il y a de l'amour systémique aussi au niveau implication du management. Alors, je vais être, je vais faire un peu le contre-pied, hein, mais parce que justement, non, je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur. En fait, nous, ce qu'on a appris, c'est que en fait, on a démarré dans une démarche avec du mode chantier, mais qui a beaucoup démarré en mode bottom-up, avec finalement un embarquement plutôt de management de proximité. Et puis c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait un plafond qui était au niveau du top management et un peu l'équivalent des directeurs d'usine. Et c'est vrai que on n'a pas réussi à pivoter en fait, et ça reste notre sujet. C'est-à-dire que, on a clairement aujourd'hui en fait un top management. Alors, il y a certains sponsors qui commencent à émerger, mais clairement c'est notre enjeu, qui est comment dans une entreprise d'assurance. Faut pas s'en cacher, il faut pas être caricatural, mais qui est plutôt il y a une dimension politique, hein, il y a une dimension mutualiste aussi qui sera intéressante. C'est comment on instille en fait cette culture du Gemba. Alors, je pense que ça fera sourire Carlos parce que voilà, c'est un sujet. Et là, on a encore un vrai sujet devant nous. Ce qui est certain, c'est que on a mené un baromètre au niveau Covea qui montre que l'enjeu managérial est clé. On a clairement des expériences qui montrent que quand on a un top manager qui commence à pratiquer, qui va sur le terrain, on a des résultats. Maintenant, mon enjeu, c'est d'arriver à créer un point de bascule. Et j'accueille beaucoup l'initiative racontée par Patrick me parle beaucoup parce que effectivement une façon de faire basculer le top management, c'est de les emmener ailleurs et faire des gemba croisés, pour montrer en fait et pour casser aussi un espèce de croyance qui est le lean c'est pour l'industrie, nous on est différents, etc. Donc d'arriver effectivement à remettre en question ce point-là, et donc je mise fortement sur le Gemba croisé, et avec aussi quand même une ingénierie d'implication. Donc je suis très sensible aussi à ce qui a été dit sur le bottom-up, parce que c'est vrai que nous on a une culture de mutualiste. Il faut un top management engagé, mais tout en gardant l'idée de faire vraiment du bottom-up, parce que on a des spécificités à ce niveau-là qui font qu'on ne réussira que si on embarque le terrain aussi de cette façon-là. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment le point de bascule du top management, et je veux bien participer à vos Gemba. C'est un appel du pied. Là. Merci Alexandre. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur justement comment tu arrives à impliquer le management dans les projets Lean chez Airbus? Alors, chez Airbus Atlantique, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Patrick, et j'aime bien cette image. C'est vrai que de toute façon, si un directeur il croit pas au Lean, ça sert à rien. On n'y arrivera pas. L'usine ne s'embarquera pas.
Donc il faut d'abord les convaincre. Il y a plusieurs façons. On peut les accompagner, les coacher, leur montrer en termes de bench, leur donner les yeux qui brillent. S'ils n'ont pas les yeux qui brillent, on s'use. Hein. Au final, ça se pérennisera pas dans le temps. Alors, il y a des moyens de contrainte. Hein. On peut faire des évaluations de maturité qui vont faire que les gens vont avoir un score, et donc une compétition qui va peut-être permettre, comme le disait Patrick aussi, de créer une émulsion, une dynamique. Le lean, c'est aussi un sport, c'est-à-dire si on peut mettre en compétition les usines de façon bienveillante pour montrer, voilà, il y a des gens qui ont des bonnes pratiques qu'il faut que vous connaissiez, parce que si vous allez voir ces bonnes pratiques, vous allez améliorer les standards, vous allez améliorer donc votre performance, puisqu'on est là. Cette expression, elle n'est pas de moi, elle est de quelqu'un de Michelin qui disait que le lean, on est là pour donner les yeux qui brillent aux gens, et je trouve qu'elle est belle cette expression, et on est là aussi pour tirer la perf, parce qu'on n'est pas des bisounours, on est là aussi pour donner du résultat. Et pour finir, j'aimerais rebondir sur ce que disait Patrick, qui est un bon exemple, je pense, qui permet aussi de pérenniser le lean et d'embarquer nos directeurs d'usine qui ont parfois un sens de compétition. C'est de lancer aussi des compétitions Kaizen, et je rebondis sur la première question en termes de chantier. Alors, je vais faire court. La compétition Kaizen, c'est une bonne pratique issue d'une usine Alstom à La Rochelle, où est basé Patrick, qui s'est déployée après dans tout Alstom, que j'ai eu l'humilité de lancer aussi chez Airbus Atlantique, qu'on a maintenant, qui est comment embarquer nos équipes sur une démarche où on leur propose d'améliorer au sein des équipes, en pétant les silos métiers, quelque chose, une démarche, un chantier. Et tous les ans, on reconnaît ça, on le valorise, on le félicite, et on engage les équipes sur, ben voilà, vous êtes là pour diriger, mais vous êtes aussi là pour améliorer. J'ai vu ce que je peux peu décrire, qui est un bon exemple sur le site d'Alstom La Rochelle, qui est pour moi une très bonne façon d'embarquer des directeurs d'usine sur à quoi on sert au quotidien, c'est-à-dire dire aux gens « Waouh, good job », les féliciter, obtenir d'eux les yeux qui brillent et d'eux aller chercher la perf. Un bon moyen, c'est une compétition Kaizen comme j'ai pu la vivre quand j'ai eu la chance d'être en charge du lean chez Alstom. Mais ça, c'est pas moi qui l'avais lancé, c'est Patrick. Et ça, c'est un bon moyen, je trouve, d'aller chercher parfois nos directeurs d'usine. En plus de les accompagner, on peut faire comme Michelin, c'est-à-dire dire, ben voilà, si vous n'êtes pas black belt ou peu importe, si vous n'avez pas un niveau de lean, vous n'aurez pas une certaine position, donc un peu plus sous contrainte, mais on peut aussi essayer de les embarquer en leur disant, waouh, il y a des trucs qui fonctionnent, allez les voir et qui permettent d'engager nos équipes à travers des démarches comme ça. Voilà, je fais court parce qu'on peut en parler pendant 1 heure, mais voilà, sur ce point. D'accord. Merci Guillaume, merci à tous les trois. Alors, on continue donc le sondage. Qu'est-ce que cette crise vous a enseigné sur votre pratique du lean? Alors, en premier, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de rendre les équipes davantage autonomes. Évidemment, on l'a vu avec la période un petit peu complexe qu'on a traversée et qu'on traverse encore d'ailleurs. Une vraie nécessité d'accélérer cette autonomisation des équipes. Et puis, en deuxième élément, revenir sur les fondamentaux du lean, c'est un peu ce que vous dites d'ailleurs tous les trois depuis tout à l'heure, et notamment sur cette partie standard. À l'inverse, une baisse sur la flexibilité et la réactivité face aux demandes clients et sur les pratiques du lean à distance. Ensuite, à la question quel domaine du lean sera encore plus important demain, sans hésiter, vous répondez la résolution de problèmes. Et ça, c'est là encore en augmentation par rapport aux années précédentes. Deuxième place, les standards et la formation des collaborateurs qui, même si ça baisse un petit peu par rapport aux années précédentes, ça reste très, très, très important et c'est ce que vous plébiscitez et c'est conforme à ce qu'on entend partout au quotidien. Si justement je vous pose la question, ou si je te pose la question en l'occurrence cette fois Patrick, on sait que chez Alstom, tu es particulièrement fier de la démarche de résolution de problèmes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, la résolution de problèmes, on l'a lancée il y a quelques années, très honnêtement, parce qu'il faut le faire, et puis parce qu'elle est en support du principe de Jidoka. Donc, on sait que le principe de Jidoka
c'est le moteur de l'amélioration continue. Donc ce principe-là, on l'a largement déployé avec des transpositions. Alors là, j'ai pas le temps de vous expliquer là. S'il y a des alstomiens, ils comprendront ce qu'on met derrière thème de traction. Donc quand tu déploies comme ça des principes de Jidoka, tu es obligé d'avoir le moteur résolution de problèmes justement pour traiter les problèmes que tu as levés. Donc on l'a lancé pour ça parce que c'est le système. Et puis quand on a commencé donc au début on le fait au nerf, ensuite on structure, on forme les gens, etc. Et le Lean, c'est souvent une expérience Lean, ça se construit avec les personnes qu'on croise. Et parmi ces personnes, tout à l'heure, j'ai mentionné Guillaume pour l'organisation responsabilisante. En l'occurrence, celui qui m'a fait comprendre vraiment à quoi ça sert et pourquoi il faut le faire, c'est notre ami commun Vincent Labouchex, qui est venu faire de la formation chez nous. Et quand il a commencé à expliquer le pourquoi, il nous a dit, finalement, l'âme de l'agilité, c'est le problem solving. Si vos gens font ça comme un réflexe systématique et une culture commune, du coup, vous amenez de l'agilité globale à votre entreprise. Et c'est avec ces mots vraiment que je l'ai compris. Et alors, vraiment, le révélateur de ma compréhension, ça a été la crise qu'on vit là. Donc, on s'est pris plein de problèmes de plein fouet. Si je dois en citer qu'un, c'est la crise des composants électroniques. Et finalement, les problèmes qui nous arrivent, on les passe juste à la moulinette collective de la résolution de problèmes, presque avec bonheur, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on avait, on n'avait pas fait l'ingénierie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on s'en félicite tellement, quoi. Donc merci Vincent. Ouais, il n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il était en mission. Mais il nous entend. Le cœur y est. On le dira. Merci Patrick. Merci. Problem solving, vaste sujet. On en a encore parlé hier chez un autre de nos clients. Question qu'on a voulu aussi aborder lors de ce baromètre, parce qu'on avait posé la question dès 2020, c'était comment évoluer l'usine du futur ou l'industrie 4.0, vous l'appelez comme vous voulez. On sentait en 2020, vous voyez, que les gens se posaient des questions. Est-ce qu'on va continuer ou pas? On sent quand même sur le baromètre 2022 qu'il y a une renette accélération des projets usines du futur. Après cette accalmie peut-être forcée pendant 2 ans. Est-ce que Guillaume, au sein d'Airbus Atlantique, vous privilégiez de nouveaux projets 4.0? Oui, alors moi je vais rebondir. Si je peux, je vais compléter un peu ce que disait Patrick. Si je peux, j'ai le droit ou pas? Alors t'autorise. Alors il n'y a plus le droit, en fait, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai que... Il nous reste, c'est court. C'est vrai que la résolution de problème, il l'a dit Patrick, c'est là que je dis Jidoka, c'est clair, il est important, c'est-à-dire et la résolution de problème ne doit pas être perçue comme un problème, mais comme une opportunité de progresser. Facile à dire, plus difficile à mettre en avant. Mais c'est vrai que c'est un énorme moyen de tirer la performance, parce que quand on résout un problème, en toute l'occurrence, les gens apprennent et ils sont contents d'apprendre. Et quand on fait en sorte qu'on est dans une entreprise où on est content d'apprendre et que le même problème ne réapparaît pas, c'est différent. La vie, elle est différente. Et je vais je me suis permis, Patrick, j'ai le droit de rebondir sur ce que tu as dit. Et vous avez vu, on se connaît parce que les mecs lean, on est plutôt des mecs sympas. On essaie plutôt. Alors Greg, par exemple, je ne connais pas, mais tu es forcément un mec sympa aussi. Et c'est ça notre métier. Notre métier, il est là. Après, sur quel projet 4.0 on peut privilégier? Nous, chez Airbus Atlantique, on a plein de projets qui sont liés évidemment à la digitalisation, de la projection, et on en a plein puisque on est un peu sur tous ces sujets. Après, j'ai toujours pas compris si c'est 4.0, c'était un score d'un match de je sais pas quel match, mais j'ai l'impression qu'il y en a 4 qui ont gagné contre 0.
Hein C'est pas celui d'hier soir. Non, c'est pas celui d'hier soir. Et blague à part, parce que je vais mettre un axe un peu différent sur tout ce qui est 4.0. Encore une fois, chez Airbus Atlantique, on a plein de sujets, évidemment, pour aider à être plus performant au travers de tout ce que vous connaissez sur la digitalisation. Mais on a aussi un axe qui est important pour moi, qui est de remettre l'homme au centre. Et il ne faut pas qu'on oublie que dans les projets 4.0, on gagnera si on met nos compagnons au centre. Et pour moi, c'est clé. Je vais faire un parallèle avec le sport, le rugby, parce que j'en ai fait pendant plusieurs années. Alors, ça se voit pas complètement, mais une partie de mon corps a souffert. Mais quand on veut gagner un match de rugby, les règles n'ont pas changé depuis des années. Si on veut le gagner, on peut faire en sorte que d'un seul coup, les joueurs, ils vont avoir des semelles, comme on peut le voir sur certains sports, qui vont aller un peu plus vite. Peut-être qu'on va faire des crampons qui donnent un effet ressort pour que le rugbyman il percute plus. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va gagner demain les matchs de performance ou d'engagement, qui sont notre métier. Ce qui fera la différence, c'est qu'on est capable de mettre l'homme au centre de nos projets. Et dans les projets 4.0, pour moi, il doit y avoir le fait qu'on engage nos équipes, qu'on leur fasse confiance, qu'on les responsabilise, qu'on soit moins top-down, mais plus bottom-up, et qu'on soit bienveillant en écoute pour aller tuer les cailloux dans la chaussure, tous les trucs au quotidien qui pénalisent nos équipes. Si c'est un aspect digit, ok, ben on le prend. Si c'est un aspect renforcement de l'équipe au centre, et je fais le parallèle avec le match de rugby, ben si on a l'équipe, si on a les gens qui sont à 80% capables de résoudre leurs problèmes, qu'on les embarque, on peut pas décréter l'engagement de quelqu'un. On peut juste faire le contexte, cet environnement. Mais si l'entreprise, elle fait un environnement qui va faire que dans le 4.8 ou le 5.9, j'en sais rien, eh ben on engage nos équipes. C'est ça qui fera la différence, je pense, pour aller chercher la performance et les yeux qui brillent des gens. Je le redis, hein, les yeux qui brillent, comme ça, je suis sûr qu'il va être que les gens vont l'entériner. Voilà pour moi ce point-là. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci. Alexandre, la main, ouais. Ouais, non, en fait, je voulais juste apporter déjà, alors, sur le problem solving, je suis hyper en phase avec l'enjeu, en fait, par rapport à ce que j'ai dit, qui est d'arriver à former les dirigeants et accepter que même quand on est un dirigeant, on peut encore se former et sur un modèle de résolution de problème qui est super contre-intuitif, en fait, et qui, du coup, ça a remué quand même pas mal la tête. Donc là, il y a un petit travail d'accompagnement qui est à faire, mais je pense que c'est clé, en fait. Vraiment, c'est clé. Donc je pense que là, je souscris à fond. Et puis le 4.0, alors c'est vrai que dans l'industrie de l'assurance, l'usine du 4.0, c'est tout ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, en fait, qui est un peu le grand fantasme, en fait, et l'ultra solution qui nous guette. Et là, j'ai envie de dire, on a beaucoup à apprendre de l'industrie parce que c'est vrai que le problème des services c'est le pli taylorien peut venir très rapidement à l'appui, c'est-à-dire on peut automatiser et on peut mettre effectivement de la digitalisation sur des trucs qui sont pas stables. Donc là, on a beaucoup à apprendre et je suis complètement en phase et d'autant plus dans nos métiers quand même où il y a une part de service importante, c'est comment on garde effectivement. Comment on garde en fait l'homme au centre, parce qu'on est fondamentalement dans une relation de service et de confiance, surtout sur de l'assurance où notre métier c'est d'assurer des risques avec un enjeu humain clé, quoi. Et là pour le coup effectivement il ne faut pas que le 4.0 soit au détriment de ça, parce que là je pense qu'on sera vraiment perdu. C'est pas la solution à tout en effet. Merci pour ce commentaire aussi, Alexandre. Un sujet central, c'est les compétences. Et une des questions qu'on vous a posées, c'est est-ce que les ressources actuelles vous permettent de relever les défis de demain, les défis Lean surtout. Et là, on voit aussi une nette accélération sur non, c'est-à-dire qu'il manque des compétences Lean aujourd'hui. C'est assez net et on le voit aussi chez tous nos clients aujourd'hui où les gens
recherche des compétences Lean et on n'arrive pas à les trouver. Et donc la question qu'on voulait poser à tous les trois, c'est comment vous faites, sachant que c'est des compétences qui deviennent de plus en plus rares. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi avec ces changements d'habitude qu'il y a eu récemment. Comment vous faites pour maintenir, recruter, rendre attractifs ces fonctions-là? Qui veut commencer? Ouais, moi, je veux bien. C'est un sujet affectif pour moi. Je vous ai dit en me présentant au début, je suis vieux. Et je vous ai dit, en fait, une compétence Lean, ça se construit par les personnes que vous pouvez croiser et qui vont vous amener quelque chose pour peu que vous ayez envie de l'absorber. Je pense que, toutes les personnes qui sont sur ce call aujourd'hui, on a un devoir en fait par rapport à ça. Et moi vraiment, j'essaye de transmettre. Je pense que c'est en effet tellement difficile à recruter. Je sais même pas si on peut. En fait, on doit nous-mêmes les former. Et ces personnes qu'on forme dans nos entreprises respectives, pour moi, ça devient notre vivier collectif. C'est un super cadeau. Alors, ce que je leur dis toujours, c'est on sera pas riches, les gars. Vous avez remarqué, comme les hommes du Lean, c'est toujours le gars qui pédale, tu sais. C'est un peu le faire valoir dans le film, tu sais. C'est le mec qui va à la bataille, qui prend les cartouches, qui tue le méchant. Et puis à la fin de l'histoire, il a pas le pognon, il a pas les lauriers. Voilà ce que je vous propose, les gars. Ça vous fait. Est-ce que tu penses que ça fait envie? Eh ben en fait ouais. Ça fait vachement envie. Et des gens comme ça, sur le call, là, à l'heure où on se parle, il y en a 3 ou 4. On y va, les gars, vers ça, et je vous aime. Voilà. Merci. Merci, Patrick. Qui est-ce qui prend la suite? Guillaume, Alexandre? C'est un métier de passion, tu as raison, Patrick. Quand on est dedans. Vas-y, Alexandre. Alexandre. Ouais, moi je veux bien. Alors en fait, moi j'ajoute à la rareté en fait que c'est vrai que moi je recherche aussi le profil Lean, mais moi je veux aussi une touche de learn, de change, donc aussi des compétences aussi de facilitation, et puis la touche du enjoy en fait, qui serait peut-être le happy qui est effectivement transmettre aussi. C'est un profil qui doit transmettre de l'envie en fait, et de la et là, c'est vrai qu'on a encore un code à casser en fait qui est le Lean, c'est un truc industriel, un truc d'ingénieur, un truc qui est pas forcément, vous faites besogneux, etc. Et là, donc il y a vraiment un gros travail pour recadrer cette image. Et quand je m'adresse en fait à des top managers, je leur dis en fait, déjà, ça va peut-être aussi renouveler un peu votre métier de dirigeant, et vous allez peut-être prendre du plaisir en fait, parce que plutôt que de passer des heures carrées derrière des PowerPoint en réunion, vous allez rencontrer des personnes. Voilà. Bon, ça marche pas tout le temps et ça peut même avoir l'effet inverse, mais en tout cas, il y a ça peut marcher quoi. Et puis c'est vrai que, et moi je m'appuie à fond là-dessus, c'est que l'effet démonstratif en fait de Game World, de chantier, où on voit des personnes qui se révèlent, qui parlent, qui témoignent en fait, et quand on capte ces témoignages, là il y a un effet attractif, et ça devient en fait vraiment un levier en fait. Mais et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, c'est vraiment l'effet un peu viral de la pratique du Lean, c'est un truc sympa qui renouvelle mes métiers à différents niveaux, quoi. Top. Merci Alexandre. Guillaume, tu arrives à recruter. Tu les fais grandir. En complément, c'est vrai que c'est un métier, alors cette expression elle n'est pas de moi, mais qui fait grandir les hommes. C'est-à-dire, et en faisant grandir les hommes, on fait grandir le business. Alors c'est Patrick, je sais plus si c'est de toi ou si c'est de François, je sais plus. C'est qui? Patrick, tu te souviens ou... C'est de nous, Guillaume.
Bon, en tout cas, elle est top. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un métier top. Sincèrement, moi, j'ai fait plein de métiers dans ma carrière, mais c'est un métier où il y a une dimension humaine. On a la chance de vivre dans l'industrie. L'industrie, c'est chouette parce que on voit les choses se transformer. Et ça donne une richesse, une curiosité. Vous allez chez Alstom, au début, vous avez une plaque, à la fin, vous avez un train. Vous venez chez Airbus, au début, vous avez une plaque en alu, à la fin, vous avez un avion. C'est magique, quoi. Et ça, il y a plein de métiers. L'environnement est top. Et nous, dans cet environnement, on fait grandir les gens. On leur propose d'améliorer au quotidien les difficultés qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont. On est là pour faire en sorte que les gens travaillent dans un environnement serein. C'est-à-dire, waouh, je vais venir, je vais apprendre, et en plus, je vais vivre dans un environnement où c'est robuste, donc je vais pouvoir absorber les pics parce que au quotidien, je vais apprécier vivre dans un environnement où les rôles, les responsabilités, le process est plus facile, quoi. Quand il n'y a pas de ligne, c'est le bordel, quoi. C'est le merdier, quoi. C'est-à-dire, on court, on subit, les gens sont dans le dur. On a des burn-out, on a une situation dure parce que on ne sait pas où on est. Donc, qui peut manager quelque chose si on ne sait pas où on est? Quand on construit une ligne, eh ben, on aide les gens à vivre dans un environnement agréable. Après, comment on recrute ces compétences? Ben, on forme, on accompagne. On se vend aussi, hein. Moi qui ai 51 ans, donc je suis beaucoup plus jeune que Patrick et que Alexandre. On a vu des transformations. Moi, j'ai eu une candidate la semaine dernière, elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher à la gare de Saint-Nazaire. Je me dis, mais non, tu prends un taxi, tu viens. Aujourd'hui, on vend, quoi. Voilà, moi, je vais me faire pousser des cheveux, voilà, il a barbe comme Patrick. Mais aujourd'hui, mais c'est bien, les choses s'inversent, faut vendre, c'est notre rôle, faut aller chercher les candidats, leur donner l'envie. Alors chez Airbus, on a un produit qui est top, qui s'appelle un avion, mais c'est sûr qu'il faut aussi savoir aller maintenant montrer beaucoup plus qu'avant l'importance du métier. Voilà. Merci Guillaume. Allez, il nous reste un petit quart d'heure. Et les fournisseurs. Alors, les fournisseurs, justement, est-ce que cette crise a transformé votre façon d'accompagner aux fournisseurs dans leur démarche ligne? Donc, ce qu'on voit, c'est que 42% des répondants nous disent non. Non, ça n'a pas transformé la façon. 40% sont non concernés. Et puis, seulement 19% nous disent bah oui. Oui, ça a transformé ma façon d'accompagner mes fournisseurs. Alors là-dessus, on a une deuxième question sur finalement est-ce que la relocalisation de certaines activités s'est faite au détriment des réflexes low cost country? Oui, tout à fait, pour 23%. Ça commence, 30%, ça veut dire que si on prend nos deux premières réponses, là, on a un bon 50% qui nous dit bah oui, soit on a commencé, soit on a déjà lancé la démarche. En tout cas, on est dans la réflexion de cette relocalisation, et puis pas encore pour 47%. Alors justement là-dessus, je fais un petit peu vite. Vous verrez quand vous pourrez accéder à la présentation quelques verbatims là qui ont été nommés par les répondants. Je vous les lis pas forcément maintenant, mais on va privilégier l'échange plutôt avec Patrick et Guillaume justement. Vous sur ce sujet politique de sourcing, est-ce que vous la revoyez cette politique? Où est-ce que vous en êtes? Avec Patrick, ça fait le cœur. Ouais, ça c'est encore un sujet super affectif pour moi. Désolé. Hein. Moi, il y a un truc que je surkiffe en ce moment, c'est l'explosion du prix du container. Alors ça c'est vraiment du caviar, parce que ça nous permet d'entrer sur reconstruire des circuits courts qui font sens, là où avant, c'était dans les consciences. Mais tu sais que le chemin entre la conscience et le porte-monnaie, il est super long, quoi. Et des fois, il est étranglé par la cravate, tu vois. Donc là, l'explosion du prix du container, ça nous permet de mettre le couvert là-dessus, de lancer des VSM, de faire des preuves de coût total meilleur que le simple coût d'achat. Ça paraît être tellement des évidences tout ça quand on le dit, mais en fait ce sont absolument pas encore des réalités. Et là on a vraiment l'opportunité
de casser ces réflexes low cost country en faisant des exemples éclatants de raccourcissement de circuits. Donc ça nous permet vraiment de jouer cette carte-là. Si je peux me permettre, moi j'ai connu dans ma carrière l'époque où t'étais le mec bien, que ça soit de l'opérationnel ou du lean, quand t'étais multiculturel, que t'allais soutenir le chinois, l'indien, etc. J'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je veux plus ça. Là, je suis en train de vous parler depuis un fournisseur qui est en Vendée. On a fait un groupement là de 3 fournisseurs vendéens et on fait des chantiers ensemble de raccourcissement des flux et d'optimisation. Alors, je peux vous dire que ces 3 fournisseurs vendéens, par rapport à la supply base d'Alstom, ça peut paraître une goutte d'eau dans la mer. Mais justement, on va faire 3 showcases de prise de conscience de ça, vous voyez. Donc là, du coup, Carlos, tu vas plus m'inviter la prochaine fois, parce que au début, je vous ai parlé de l'amour systémique. Maintenant, je suis en train de vous parler du lean royaliste, tu vois. Et on est en train de faire 3 exemples éclatants de lean royaliste au service du raccourcissement de la supply chain et au service du lean green qui va être le sujet d'après, quoi. Ouais, mais c'est toujours la contrainte qui amène une opportunité. Exactement. Tout à fait. Merci Patrick. Merci Patrick, ouais. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que si la Airbus, politique sourcing, ça change un peu, ça bouge? Nous, on a, moi qui ai connu l'auto pendant longtemps, l'aéro n'a pas fait encore sa révolution en termes de sourcing. C'est-à-dire, on a des fournisseurs qui vont du garage jusqu'à des groupes qui sont plus grands qu'Airbus. C'est-à-dire, on a un palette et un nombre. La notion d'équipementier est faible encore dans l'aéro. Donc, la structuration, le regroupement est un élément important pour monter après en robustesse dans notre supply, parce que nous, on a beaucoup de travail à faire dans la façon dont on émet nos besoins, notre demande, nos perturbations. Et aussi, on a beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que, comme l'a un peu partagé Patrick, la robustesse d'une usine, elle dépend beaucoup de sa supply chain. Nous, on a 75% chiffre d'affaires qui est fait avec 500 fournisseurs. Si un est défaillant, je suis défaillant. Si j'ai pas fait en sorte que quand l'opérateur il a besoin de la pièce, il ne l'a pas, s'il ne l'a pas, j'ai beau construire tout un système lean, je ne tiendrai pas. Donc la capacité qu'on a à avoir une supply robuste, c'est la capacité qu'on a à tenir une maturité lean forte chez Airbus. Donc il y a beaucoup de travail qui est évidemment accompli au sein des équipes pour aller améliorer toute cette chaîne qui nous perturbe fortement aujourd'hui. Voilà. Merci Guillaume. Merci On continue beaucoup. Avec la question suivante. Ouais, la frugalité. On va passer un peu sur le côté lean and green maintenant, et puis aussi toujours sur la place de l'homme. Je vais aller vite parce que j'aimerais avoir vos retours aussi sur ces aspects-là. Bon, on voit que sur la partie frugalité, ça bouge pas trop. On est assez stable dans les chiffres. C'est-à-dire que voilà, le lean est toujours là, et le lean peut être aussi un vecteur de frugalité. Et ça, on le sait très bien, même si c'est pas toujours mis en avant. Mais aujourd'hui, on met en avant vraiment le sens en disant que le lean, c'est aussi un contributeur de sauver la planète. D'accord ? On parle de gaspillage, etc. Vous verrez dans la présentation, il y a plein de verbatim qui sont ressortis autour de justement comment le lean va permettre de respecter davantage l'homme et l'environnement. Beaucoup de choses, notamment aussi autour du développement des soft skills, l'impact aussi environnemental qui sera le résultat d'une bonne pratique lean avec les karakuris, avec le lean green, la chasse au gaspillage. Tout ça, ça contribue fortement à l'environnement. On vous a posé aussi la question autour du lean de demain. Qu'est-ce que ça va être ? On a toujours beaucoup de pratiques terrain. On a d'utiliser le lean peut-être en conception produit process. Ça aussi, c'est des choses importantes. Je vous laisserai découvrir tous ces verbatim-là, mais aussi le lien qu'il peut y avoir avec l'environnement. Et donc,
pour finir là-dessus, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir peut-être vos exemples concrets d'actions Lean qui impactent l'environnement. C'est un sujet important. Le COP était là encore il n'y a pas longtemps. On met davantage en avance le Lean comme vecteur, comme je le disais tout à l'heure, d'amélioration. Est-ce que vous avez des exemples concrets qui ont fait que le Lean a impacté sur l'environnement ou a permis de réduire l'impact environnemental? Qui veut démarrer? Bon, je peux démarrer pour Alstom si ça laisse le temps à mes confrères de choisir leur exemple. Clairement, je voudrais revenir sur la logique de la supply base. Enfin, l'empreinte environnementale, elle est tellement là, quoi. Donc voilà, je vais pas redire ce que j'ai dit avant, mais on a l'occasion justement d'aller vers ça. Alors là-dessus, encore une bénédiction, c'est que bon. Nous, on a la chance d'être dans le business du transport ferroviaire, qui est un peu un emblème du modèle de transport écologique. Donc ça, c'est génial. Et je pense que ça serait criminel de notre part d'avoir cet emblème produit et de ne pas le transformer sur la supply chain. Et donc nos clients l'ont compris. On a certains clients comme la SNCF qui est beaucoup plus moderne qu'on ne le croit, qui commencent à nous demander l'empreinte carbone de notre supply base. Donc ça c'est très bien. Alors par rapport à d'autres industries, les collègues de l'automobile qui sont ici, enfin nous on est encore dans la préhistoire de la supply chain. On en est très modestement à pousser vraiment le milk run dans nos boucles. Donc ça c'est des choses que moi j'ai pas connues il y a 10 ans quand je suis arrivé dans le ferroviaire. Donc du coup, quand les boucles sont créées de façon proactive, bah on va aller plutôt vers des fournisseurs qui vont être dans la boucle. Vous voyez ? Donc c'est avec des initiatives comme ça qu'on arrive à pousser le Lean Green et la réindustrialisation française et européenne par extension. Merci Patrick. Alexandre, dans les services, est-ce que le Lean and Green commence à fleurir? Alors, nous c'est plutôt c'est plutôt des leviers sociétaux en fait qui sont mis en avant. J'ai envie de dire Lean and Green, c'est un potentiel à développer, pas encore exploité. Par rapport au baromètre, tout laisse à penser en fait que voilà, on a vraiment des enjeux intéressants à ce niveau-là, mais il faut les adresser. Et là, on a une démonstration à faire sur en quoi effectivement le Lean peut être vecteur pour le green. Donc j'en reparlerai peut-être l'année prochaine si on a bougé. Merci Alexandre. Guillaume, Lean and Green. Ouais, en 2-3 mots pour compléter ce qu'a dit Patrick, parce qu'il est 29, c'est ça. La supply, évidemment, et Patrick l'a dit. Après, nous, on est forcément green, le Lean. Notre objectif, c'est de réduire aussi les gaspillages. Donc, ça a été dit. Donc, on est là pour faire en sorte qu'on réduit nos gaspillages, on réduit les déchets. Donc, si on réduit les déchets, on a bien un impact sur l'environnement. On est là pour réduire le lead time, les temps d'écoulement. Donc, on est là aussi pour faire en sorte qu'un atelier, il est construit de façon industrielle. Et on n'a pas des mètres carrés qu'on va occuper avec des espaces pour rien. Donc, on est là aussi pour éviter que les bonnes pratiques, les standards au poste soient respectés et que la meilleure pratique soit respectée. Donc, avec forcément des outils qui sont utilisés à bon escient, qui sont pas doublés ou triplés, qu'on perd pas. On est là aussi pour tout ça, donc on est là pour améliorer le TRP de nos moyens. Donc il y a tellement de choses que l'on fait au quotidien qui améliorent la performance, que cette performance, elle est forcément liée à notre environnement. Si toutes les entreprises étaient lean, on aura un impact sur l'environnement aujourd'hui qui serait énorme puisque nous on est là pour ça, quoi. On est payé pour ça, quoi. Voilà. Donc, on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que c'est un des sujets, c'est peut-être de communiquer davantage sur l'impact du Lean sur le green.
Parce que souvent, on parle libre, productivité, performance, etc. Et on oublie toute cette impact. On parle de clients, mais on oublie cet impact sur l'environnement qui est là, on l'incarne depuis le début, mais on communique pas assez peut-être dessus. Ah ouais. Je pense que ça, c'est un sujet. Écoutez, merci à tous. C'était vraiment un plaisir, une vraie passion en vous écoutant, une passion qu'on partage, qui est le Lean. Moi, je suis ravi aussi parce qu'on a entendu parler de la place de l'homme, on a parlé de green, on a parlé de happy, de plaisir, de sourire dans les yeux, dans les bouches, de Dieu qui brille. Et ça, c'est vraiment le Lean en fait. Et donc pour tout ça, un grand merci à vous tous. Merci Patrick, merci Alexandre et merci Guillaume pour votre passion autour de ces sujets-là. N'hésitez pas à partager aussi éventuellement sur les réseaux, hein, ceux qui ont suivi cet événement-là, ou à laisser un petit commentaire sur Teams. En tout cas, un grand merci à vous tous pour votre participation. On était presque une cinquantaine à un moment donné. Et puis, on sera là à nouveau l'année prochaine pour faire le baromètre édition 4. Voilà. Merci à tous. Merci. Un grand merci à tous. Merci Patrick. Patrick, je t'aime. Moi aussi, Allez. je t'aime, mon Guillaume. Merci. Bye. Les amis. Allez, ciao. Merci à vous. À bientôt. Bonne Bonne journée à tous. Ciao, ciao. À bientôt.